Donc, aujourd'hui, ce matin, moi, je pensais intéressant, puisque je m'adresse à des mamans particulièrement, enfin à des parents, pardon, de parler un petit peu euh, de style d'éducation concernant ces enfants qui sont un peu ma spécialité, des enfants que l'on dit atypiques. Alors d'abord, je me présente, si j'arrive à faire bouger la slide, hop là. Donc, je me nomme Sabine Hayet, je suis depuis 3 ans et des poussières, coach certifié, et je me suis spécialisée depuis un petit moment, je me spécialise dans les profils atypiques, donc les hypersensibles, les personnes à haut potentiel, TDAH, tous ceux qui portent ces fabuleux troubles 10 et le trouble du spectre autistique. Donc je me destine à l'accompagnement des enfants, adolescents et adultes pour des problématiques qui sont soit individuelles, que ce soit personnelles ou professionnelles, des problématiques familiales et des problématiques scolaires. Voilà, avec l'envie de toucher tous les domaines qui permettent à un être, qu'il ait 3 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 65 ans, de, voilà, de se développer. Alors, qu'est-ce qu'on entend par atypique? Déjà, mettons-nous d'accord sur ce terme avant de continuer et de parler de style d'éducation. Donc, qu'est-ce que moi j'y mets du moins dans ce terme atypique qui est généraliste? Donc, il y a pour moi l'hypersensibilité, le haut potentiel, de nouveau les troubles 10, le TDAH et le TSA, trouble du spectre autistique. Je ne vais pas aller plus loin, il y a d'autres particularités neuronales que l'on pourrait mettre dedans, le fonctionnement cognitif que l'on pourrait mettre dans ce grand groupe qui est l'atypisme. Je vais m'arrêter à ces 5 particularités-là. Donc, pourquoi ce sujet aujourd'hui de l'éducation? Eh bien, simplement parce que notamment, il y a une grande vague aujourd'hui sur l'éducation bienveillante. Donc, je remarque régulièrement qu'on y met beaucoup de choses, on y colle beaucoup de choses finalement sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. La bienveillance est un terme que beaucoup de monde utilise, c'est voilà, une des valeurs apportées aujourd'hui qui sont très importantes. Maintenant, qu'est-ce que la bienveillance? Il y a beaucoup de discussions aussi qui se font en matière d'éducation sur ses limites. Faut-il fixer des limites? Où est-ce qu'on fixe des limites? Comment réagir aux limites? Voilà, il y a vraiment un nœud là de autour qui se crée. Donc moi, j'avais envie aujourd'hui d'en parler un petit peu. Et puis, il y a un intérêt grandissant pour l'épanouissement de nos enfants. C'est vrai que si on regarde les générations précédentes, un enfant allait à l'école, rentrait à la maison, faisait ses devoirs, aidait à la vie de la famille, allait se coucher et reprenait sa vie. Et puis, petit à petit, on a commencé à introduire des activités, des préoccupations par rapport au bien-être de l'enfant, à sa santé mentale aussi, tout bêtement. Et puis, en même temps, dans un même temps, alors est-ce que c'est le mode d'appréhension de la parentalité qui a changé? Est-ce que c'est le mode de vie qui fait ça? Probablement aussi. On observe ce manque de transmission du savoir au niveau de la parentalité de la part des anciens aux nouveaux parents. Et donc, il y a beaucoup de nouveaux parents. Ben, ça vient aussi du fait que maintenant, ceux qu'on appelle les anciens, nos parents à nous, ont l'habitude de profiter de leur vie beaucoup plus tardivement. Et donc, vont être plus souvent en voyage, un peu désolidarisés de ce rôle de grands-parents comme on l'imaginait avant. Alors, attention, ce n'est pas du tout péjoratif ce que je suis en train de dire, c'est juste que les habitudes ont changé. Et donc, il y a moins ce cocon, c'est ce groupe de grands-parents, de parents, oncles et tantes qui se créent autour de l'enfant et qui permet d'aller chercher à gauche à droite des techniques d'éducation, enfin d'avoir ce partage du savoir. Donc, ça donne bien souvent, beaucoup de parents se sentent perdus, épuisés et au bord de l'explosion parce qu'on ne sait plus comment faire. Il y a plein de choses qu'il faudrait qu'on fasse parfaitement,
qu'on n'arrive pas forcément à faire parfaitement, avec ce gros poids sur les épaules de devoir le faire bien, sous peine de voir notre enfant avoir des problèmes au niveau de son bien-être physique, mental, etc. Voilà. Donc la charge est lourde, que ce soit la charge émotionnelle ou la charge mentale. On en parle régulièrement aussi ces temps-ci de cette charge mentale. Alors, sur quels outils, moi, je me suis basée pour réfléchir un peu autour de cette notion de parentalité. Il n'y en a pas eu qu'un seul. Hein. Moi, j'ai démarré mon parcours dans ce domaine-là, du moins, par la discipline positive. Alors, d'abord, j'ai démarré ça il y a 3 ans. Ce fut d'abord un intérêt propre. Parce que je pensais, de notre côté, il y avait un manque quand même dans tout ce que je pouvais savoir, des méthodes qui ne fonctionnaient pas, etc. Donc, j'ai suivi un cursus en discipline positive que j'ai vite complété pour devenir facilitatrice pour parents. Voilà, et puis j'ai vite constaté que dans mes accompagnements, les techniques proposées par la discipline positive m'allaient être d'un grand soutien. Seulement que cette discipline positive ne servait pas complètement dans certaines situations, n'était pas parfaitement adaptée. J'ai donc acquis dernièrement les notions de la méthode Barclay, qui est particulièrement adaptée à des enfants, je vais mettre entre gros guillemets, ceux qu'on dit difficiles, donc en général ce sont des enfants qui ont des troubles de l'opposition, ou chez qui il y a une hyperactivité, une impulsivité, etc., qui ne leur permet pas de convenir un peu à la vie actuelle et qui sortent continuellement de ces limites-là. Il y a aussi la communication non violente, qui est vraiment un aspect très intéressant, la psychologie positive, l'éducation positive. Et puis, j'y ai rajouté un petit peu dans tous ces ingrédients la particularité des profils atypiques. Et partant de là, partant de tout ce que j'ai pu apprendre, constater, tenter, moi aussi en tant que maman, parce que j'ai 2 enfants en bas âge, une de 7 ans et l'autre de 4 ans. Donc j'ai testé, j'ai essayé, alors forcément pas tout, parce que je l'ai fait en fonction de ce que je vivais à la maison, mais j'ai conseillé, j'ai accompagné des familles et j'en ai ressorti quelques points clés pour moi qui doivent être appliqués, des points sur lesquels il faut réfléchir, et j'avais aujourd'hui envie de vous les proposer. Alors, qui sont ces enfants atypiques? En général, ce sont des enfants qui dérangent. C'est quand les enfants ne dérangent pas, on n'en entend principalement pas parler. Ou alors, de temps en temps, on entend, mais il est trop chouette ton gamin, voilà, mais c'est rare. En général, c'est du calme-toi, arrête de poser des questions. Des enfants qui s'entendent dire mais fais un effort, mais enfin, ou alors arrête de chouiner pour rien, que des choses comme ça, arrête tes caprices, tu pleures pour tout, tu t'es pas motivé, t'as envie de rien, mais va plus vite, enfin, accélère, ou alors calme-toi, décélère, reste tranquille, etc. Ce sont des enfants vraiment qui sont toujours porteurs de toutes ces réflexions. Ce sont des enfants qui poussent à bout dans les faits. Et vraiment, alors sans coller de grosses étiquettes, mais ce sont quand même des enfants en général qui testent les limites sans arrêt. Puis ce sont des enfants sur qui on va dire qu'ils font des caprices pour tout et n'importe quoi. Alors après, le sujet ici n'est pas le sujet des caprices, mais on pourrait en discuter. J'aurais dû mettre caprice entre guillemets parce que le mot ne vient pas de moi et je ne le pose certainement pas ici. C'est simplement ce qu'on entend beaucoup. Ce sont des enfants qui, pour l'extérieur, ne semblent jamais. Un enfant qui ne sent jamais satisfait de rien. Même des fois en famille, il y a des parents qui viennent qui me disent j'ai beau faire ce que je veux, mon enfant ne semble jamais satisfait. Et puis des accès de colère en un clignement de cils. C'est des crises comme ça de colère, de pleurs, de cris qui arrivent, du moins il nous semble, comme ça d'un claquement de doigts, sans qu'il y ait eu de prémisse. Et puis, en tant que parent, eh bien, il faut le dire aussi, cheminer aux côtés d'un enfant atypique n'est vraiment pas de tout repos. Ce sont des enfants qui vivent tout intensément. L'hyperesthésie, alors
ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est l'hyperesthésie, c'est le fait d'avoir un ou plusieurs de nos 5 sens surdéveloppés. Donc, ça va être une intolérance au bruit trop fort, ça va être une intolérance aux odeurs, à la lumière. Alors, soit une lumière trop forte, soit une lumière pas assez forte. Il y a de l'hyperesthésie, de l'hypo aussi. On peut tomber dans les sens pas assez développés, dépendant quelle situation. Donc, ce sont des enfants qui, voilà, qui vivent, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas fâchés, mais ils sont extrêmement heureux, ou alors ils sont extrêmement fâchés, très colériques, très en colère plutôt, ils ne sont pas forcément colériques. Voilà, ils vivent des tsunamis émotionnels. Et là, il faut quand même bien garder en mémoire que ce sont des choses jusqu'à un certain âge, hein, avec un apprentissage autour de l'émotionnel, sont des choses qu'ils ne gèrent pas forcément. Donc voilà. Il y a cette soif de la découverte, et j'ai envie de dire, même si l'on est TDAH ou 10, même s'il y a un trouble de l'apprentissage, je le précise, parce que dans un cas comme ça, de nouveau, on entend régulièrement de l'école ou des autres, il ne fait pas beaucoup d'efforts, il n'a pas envie, il n'est pas motivé. Si, il y a une soif de découverte. Alors, il y a une différence entre, c'est comme un enfant à haut potentiel qui va décrocher. Il y a une différence entre découvrir et apprendre. Un enfant atypique va aimer savoir, il va faire ce qu'il faut pour savoir, il ne va pas aimer apprendre. Apprendre par le même canal que les autres enfants. Alors, je pose des généralités, mais bien sûr, il y a des enfants à haut potentiel qui se font très bien à l'école. Il y en a même beaucoup qui sont très heureux dans leur vie de tous les jours. On se focalise aujourd'hui sur les enfants atypiques qui sortent du lot et qui nous font nous poser des questions. Ce sont des enfants qui ont beaucoup de peur, de l'anxiété, de l'angoisse par rapport à beaucoup de choses. Ça peut être des peurs par rapport à des situations de la vie. En général, ce sont des peurs qui, de nouveau, ne correspondent pas aux peurs que l'on a au même âge, qui génèrent de l'anxiété, parce qu'avec un cerveau, ce sont des enfants qui ont des cerveaux qui tournent sans arrêt. Avec des cerveaux qui tournent sans arrêt, eh bien, l'anxiété s'alimente, les peurs s'alimentent, amplifient la situation, et tout ce brouillard-là peut terminer en angoisse. Alors, tous les enfants n'arrivent pas à l'angoisse, mais je crois qu'il y en a beaucoup quand même qui vivent des situations d'anxiété, plus ou moins graves. Et puis, il y a cette volonté d'être comme les autres jusqu'à un certain âge de nouveau, et tout dépend de l'accompagnement que l'enfant a à la maison ou chez les professionnels ou à l'école. Il y a quand même cette conscience de la différence et de se dire pourquoi je suis différent des autres. Donc, cette volonté peut-être de vouloir être comme les autres, mais de ne pas y arriver. Et puis, pour ça, pour convenir, eh bien, il y a ce souci de la performance. Voilà. Il peut y avoir ce perfectionnisme, c'est de faire les choses, mais de les faire réellement bien et de prendre le temps pour les faire, pour avoir un retour positif, ce qui peut du coup péjorer et donner à ces enfants une vitesse d'exécution plutôt lente, d'accord, par rapport au reste de la population du même âge de nouveau. Puis ce sont des enfants, on parle toujours de l'injustice à propos de ces enfants atypiques. Alors moi j'aimerais, parce qu'on dit toujours oui, il est au potentiel donc il n'aime pas l'injustice. Je voudrais simplement préciser une chose, que, alors ok avec l'injustice réelle, qui est réellement perçue, enfin qui est vécue, mais il y a là aussi l'injustice perçue. Et ça, il peut se trouver par exemple chez des enfants qui ont un TDAH, il peut y avoir cette faculté à se trouver souvent prétérité par des choix, par des situations, à se trouver traité de façon injuste, alors que finalement, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Donc il faut bien faire cette dissection entre l'injustice réelle et l'injustice perçue, parce qu'il va y avoir deux moyens d'action différents par rapport à ça. Et puis, ce sont des enfants qui sont complètement déstabilisés par l'incohérence. Donc, à ce niveau-là, voilà, il faut que ce qui soit dit, ce qui soit pensé, puisque ce sont des enfants en général qui sentent les choses, ce qui est dit, ce qui est pensé et ce qui est vécu, tous ces trois aspects doivent correspondre. Et puis, ce sont des enfants qui ont parfois un discours interne
biaisé, j'ai pas trouvé d'autre mot pour le dire, qui alimente, pardon pour le, j'ai oublié un E, qui alimente un peu les peurs. Alors le discours interne, ça peut, voilà, c'est tout ce qu'on se dit quand on vit, toutes les constatations. Voilà, ça peut être alimenté par les peurs, donc créer l'anxiété, l'injustice, etc. Et là, sur le discours interne, ça peut être aussi intéressant de travailler. Et dans leur comportement en famille, alors, ce sont des enfants qui ont tendance à demander beaucoup d'indépendance, des enfants qui ont voulu apprendre à manger seuls très rapidement, boire seuls très rapidement, des enfants voilà, qui veulent aller chercher les choses tout seuls dans le frigo, qui veulent aller aux toilettes très vite, très tôt, tout seuls, qui même, il y en a, enfin moi je prends l'exemple de mon fils, lui a même pas 3 ans, il partait de la maison, il sortait, il allait faire un tour tout seul. Voilà, donc ce sont des enfants vraiment qui ont envie, ce besoin d'indépendance, ce besoin d'apprentissage, des gestes quotidiens en général assez rapidement. Et puis d'un autre côté, ce sont des enfants, pour ceux qui sont hypersensibles, je pense qu'il y en a beaucoup, des enfants atypiques qui sont hypersensibles, qui ont besoin de beaucoup de présence de leurs parents. Alors ça sera plutôt de la présence dans le soutien, dans l'expression des sentiments, dans voilà, l'expression d'un amour enveloppant, plutôt que dans le fait d'aider, de seconder, etc. Ce sont des enfants qui discutent les ordres et qui les remettent souvent en question, hein, qui testent constamment les limites, ou très régulièrement du moins, et puis du coup qui vont négocier, argumenter. Ça peut être très fatigant au bout d'un moment. Puis ce sont des enfants qui prennent parfois le rôle du parent. Alors ça, on le voit beaucoup aussi, alors on le voit chez tous les enfants, mais c'est d'autant plus marqué avec les frères et sœurs. Ou même, hein, on a l'impression qu'ils prennent le rôle du parent pour assurer une situation, et même en tant que parent, et là, moi je vous fais part d'une impression que j'ai vécue aussi, c'est cette impression qu'en fait votre enfant ne vous fait pas confiance. Voilà. Donc il s'assure que tout soit sous contrôle en se mettant à votre place. Ce sont des enfants qui vivent intensément, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des coups de blues, des coups de colère, des joies, mais vous le sentez, c'est un peu trop envahissant pour que ça reste dans la norme. Et puis souvent, on entend des « mais laisse, ça je sais faire »,« oui, ça je sais »,« ça j'ai vu »,« oui, ça je connais », etc. Voilà. Donc on se rend compte, ce sont pour moi, ce sont des enfants merveilleux que j'adore. Hein. J'adore être en contact avec eux, mais fondamentalement, il faut savoir sortir du rôle de parent, comme on l'a appris jusqu'à aujourd'hui. Alors, je voulais vous proposer d'abord, j'avais commencé ma présentation en énonçant les astuces, comment adapter son style d'éducation. Et puis je me suis dit, fondamentalement, il y a une étape avant tout ça, dans laquelle il faut rentrer, même 2 étapes primordiales pour moi et sur lesquelles je travaille beaucoup quand j'accompagne les familles. Et la première étape, c'est vraiment de poser quelque chose au pluriel, au clair, bien garder en tête que ce ne sont que des enfants. Parce que quand on a affaire, par exemple, à un enfant qui argumente, et qui argumente bien, qui se montre très sûr dans ce qu'il a à faire, qui vous confirme qu'il sait le faire, que non, c'est bon, il va le faire tout seul, que lui maîtrise, etc. On peut vite faire confiance, avoir aussi les yeux qui brillent par rapport à ces enfants qui semblent si sûrs d'eux et voilà, qui ont pris de l'assurance. N'oublions pas que ce ne sont que des enfants. D'accord ? Ça peut être une façade et ça peut être très déstabilisant pour eux de voir qu'en face, il n'y a aucune prise en charge. Donc ça, c'est vraiment un peu la balance. C'est aux parents de voir, voilà, d'essayer de sentir. D'accord ? Et puis, il y a une chose primordiale, on parlait d'incohérence, ou plutôt de cohérence tout à l'heure, c'est être clair avec ses valeurs. Qu'est-ce qu'on souhaite transmettre à ses enfants en tant que parents? Parce que si on va transmettre quelque chose dans notre rôle de parent, dans notre vie familiale, ce sont bien nos valeurs. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite absolument transmettre à ses enfants? Et puis, c'est ce qui va être un peu la colonne vertébrale de notre comportement en tant que parent. Il faut être aussi au clair sur ses exigences. C'est des exigences là où aucune discussion ne sera possible. D'accord? Des négociations, d'argumentation, stop. Hop, exigence, on ne revient pas là-dessus. Donc, posez-en quelques-unes, mais soyez au clair là-dessus.
D'accord? Vous allez bien sûr être confronté à de nouvelles évaluations à faire sur de nouvelles exigences, mais du moins, celles de base, posez-les. Ça peut être des trucs très lambda, hein, comme se brosser les dents tous les soirs, tous les matins, se laver une fois par jour, rester à table jusqu'au bout, se laver les mains avant la table. Voilà, ça peut être des choses très, très basiques, mais il faut les poser, les règles doivent être là, et il faut absolument que, sans aucune euh, euh, sans aucune excuse, ce soit fait constamment. D'accord? Il faut aussi un truc qui est très important parce que je crois que l'épuisement parental vient souvent de là. On parle de burn-out parental. Euh, Être au clair avec ses propres limites. Vous ne pouvez pas supporter, là aussi je vais vous parler de mon cas, vous ne pouvez pas supporter un épisode de bain à 2 enfants dans un bain qui sont en train d'hurler dans une salle de bain quand vous êtes sensible au bruit. Si votre enfant est atypique, c'est que probablement chez vous, il y a quelque chose d'atypique aussi. Partez à la découverte de vos limites. Est-ce que ce sont des limites auditives, verbales, au niveau de l'excitation? Quand est-ce que vous sentez que vous atteignez, vous savez, c'est cette soupape qui commence à taper un petit peu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut tenir. Dont il faut prendre conscience et tenir. Vous ne pourrez pas avoir un style d'éducation qui va à l'encontre de vos valeurs, de vos exigences et de vos limites. Donc, c'est vraiment ce qui va être à la base de tout. L'étape 2, eh bien, c'est de tout mettre en œuvre pour être cohérent. À partir du moment où vous avez décelé ça, soyez cohérent. Trouvez, par rapport à ces limites que vous avez trouvez des astuces, des parades, des outils pour éviter d'être débordé, pour éviter que la cocotte minute explose. Et puis, quelque chose de très important, posez-vous un moment avec votre conjoint, avec le père de vos enfants, si vous êtes séparés et que vous avez un bon contact, ou avec le parent de la famille que vous venez de recomposer, etc. Bref, pour toute figure d'autorité, prenez un petit moment pour décider d'une alliance et soyez de nouveau cohérents. D'accord? Mettez au clair les points que l'on a vus tout à l'heure. Et puis, restez alerte sur ce qui se passe en général. Alors, ça paraît un peu prétentieux de dire ça à des parents. Bien sûr que nous sommes tous alertes. Mais voilà, j'ai envie de dire, on a constamment des alertes. Et puis notre mental qui nous dit mais non, laisse tomber, c'est rien. Voilà, restez attentif. Et si vous sentez le besoin de faire quelque chose, agissez. N'écoutez pas ce qu'on vous dit à côté. Et puis, voilà, il va vous falloir de la patience, forcément, et beaucoup de présence. On ne peut pas, alors avec des enfants atypiques, il commence à être compliqué de poser des limites, voilà, de repérer les failles, etc., sans être présent. Pas besoin d'être présent, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faudrait pour se faire arrêter de travailler. Malgré tout, quand je parle de présence, c'est vraiment ce temps de présence de qualité. D'accord, c'est pas être présent à la cuisine pendant que les enfants sont là, on sait être présent avec eux sans rien faire d'autre. Donc on pose les téléphones, c'est parfois difficile. On pose tout ce qu'on a en main, on arrête la télévision et on passe du temps avec eux. Voilà. Et puis il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Alors j'ai dit on en tant que coach familial ou que personne qui présente quelque chose sur l'éducation, c'est de parler de tout ce qui va avec ça. Alors il y a il y a bien sûr des techniques d'éducation, mais à côté de ça, il y a aussi à faire attention à l'alimentation. Alors, si l'alimentation n'influence pas le fonctionnement fondamental de votre enfant, pas pour dire que ce n'est pas le sucre qui va rendre votre enfant hyperactif, par exemple, mais quand il y a de l'hyperactivité, c'est un fonctionnement neuronal différent, d'accord? C'est un trouble, c'est un handicap, au plus fort du mot. Il y a quand même des terrains à améliorer bien souvent. Voilà, évitons de manger du sucre le soir parce que le sommeil va s'en trouver troublé. Évitons de manger voilà, trop de choses le matin. Pour favoriser l'attention la journée, s'il y a quelques soucis d'attention. Voilà, essayez d'acquérir quelques petites notions, il n'y a pas besoin de beaucoup, sur l'alimentation et ses effets sur le corps, notamment sur le fonctionnement d'un enfant.
Ça peut être très intéressant de donner le bon aliment au bon moment. Et puis le sommeil est primordial et ça c'est absolument énorme dans le cas d'un trouble de l'attention ou de difficultés attentionnelles. Le sommeil est primordial pour le bon fonctionnement cognitif. Un enfant qui se lève fatigué n'arrivera pas à suivre à l'école et ne va pas réussir à intégrer toutes les notions qu'on souhaite lui intégrer. Donc, il faut trouver des astuces pour ce sommeil, pour les enfants qui n'ont pas envie de dormir. Il y a des enfants qui dorment beaucoup moins et qui ont assez. À partir du moment où vous repérez que votre enfant n'a pas assez dormi ou est fatigué constamment, agissez. Allez voir votre pédiatre peut-être pour lui demander conseil. Faites quelque chose, favorisez son sommeil, un sommeil réparateur. Et puis, je sais que c'est facile à dire, hein, mais tout ça pour vous rendre attentif au fait qu'avant de démarrer quoi que ce soit, notamment dans la prise en charge d'un trouble de l'attention, si on enlève l'aspect médicalisation, on travaille sur l'alimentation et le sommeil, par exemple. Et puis au niveau des activités, là aussi, quand on pense à ces enfants qui adorent découvrir, qui adorent faire plein de choses, vous vous demandez plein d'activités différentes et variées. Vous allez peut-être être charmé par cette envie d'apprendre, de découvrir, de faire des choses, parce que peut-être que vous êtes comme ça aussi. Encore une fois, n'oubliez pas que ce ne sont que des enfants et qu'ils ont besoin de dormir, de se reposer, de s'ennuyer pour se développer correctement. Donc des activités, oui, ni trop peu, ni trop. Et puis, au niveau des activités, je vais en profiter pour glisser la petite histoire de la télévision le matin ou la télévision à midi. Sachez simplement que la télévision est un système de récompense immédiat. Ce système de récompense immédiat est un aspect, je vous le fais très bref, qui manque chez les enfants notamment qui ont des difficultés attentionnelles ou de l'hyperactivité, chez les TDAH. Donc, il est très compliqué après pour eux d'arriver dans de bonnes conditions à l'école, de se poser à table et d'attendre, parce qu'à l'école, il n'y a pas de satisfaction immédiate. Il y a un apprentissage qui se fait, puis après, on apprend à utiliser cet apprentissage, mais tout ça ne se fait pas en 30 secondes comme la télévision le propose par le biais des dessins animés qui vont à 400 à l'heure. Donc, ne mettez pas votre enfant dans une attente de satisfaction immédiate, parce que fondamentalement, ça va vraiment le prétériter pour la journée ensuite. Quatrième étape, eh bien, on arrive à ça finalement, c'est adapter ces méthodes d'éducation. Oui, parce qu'on le disait tout à l'heure, des méthodes d'éducation lambda, comme on l'a tous à peu près appris, ne fonctionnent fondamentalement pas avec des enfants atypiques. Alors, on peut continuer à essayer de le faire, crier, punir, isoler, toutes ces techniques-là. Finalement, déjà, avec la majorité des enfants, moi, j'y crois peu, voilà, à l'acquisition de compétences humaines, de compétences personnelles en utilisant ces techniques-là. Et puis alors, finalement, dans le cas d'enfants atypiques, vous allez vous retrouver face à un mur, rien ne passera. Quand vous punissez un enfant atypique, vous allez probablement à la confrontation. Et s'il n'y a pas de confrontation verbale ou exprimée, il y a en tout cas une confrontation, un blocage cognitif qui fait qu'il ne va rien retirer de cette punition, comme n'importe quel enfant, de toute façon, selon moi, de nous. Donc, il va vous falloir trouver des armes. J'ai un peu pour moi, le métier de parent d'enfants atypiques, c'est un continuel apprentissage. Alors, de nouveau, comme pour tous les parents, mais c'est vraiment continuel, ça doit se renouveler encore et encore, il faut rester alerte. Les outils que vous allez trouver aujourd'hui ne seront peut-être plus valables dans 2 semaines et donc il faut vraiment se renouveler. Alors en ça, et le grand avantage d'avoir des enfants atypiques, c'est qu'ils vous poussent vraiment à continuellement vous renseigner, vous remettre en question et à grandir encore et encore, mais de nouveau, ça peut être très fatigant. Et puis, restez à l'écoute de votre enfant. Vraiment, c'est lui qui va vous donner les pistes de réflexion sur quoi faire pour que ça se passe mieux. Alors, quelles sont ces méthodes? Alors, moi, je reviens sur ce terme de bienveillance, bien sûr de la bienveillance envers celui qui n'est qu'un enfant, mais aussi, et c'est mon point de vue, de la fermeté. Alors, la fermeté, par fermeté, je ne veux pas dire cri, pleurs, punition. Par fermeté, je pense souvent à des
limite. On revient sur cette notion de limite. Pour un enfant qui a le cerveau qui tourne dans tous les sens, qui est avide d'apprendre, les limites sont essentielles à son bien-être. Alors pourquoi limiter un enfant qui a envie d'apprendre? Parce que dit comme ça, c'est un peu moche, fondamentalement. Eh bien, alors je me souviens plus qui donnait cet exemple, mais c'est un exemple que je reprends souvent. Imaginez une bille sur une planche de bois à plat, comme ça que vous allez bouger. Au bout d'un moment, la bille, même très rapidement, va tomber de sa planche en bois. D'accord? Elle n'aura fait que le 2% ou le 3% du parcours qu'elle aurait pu faire sur sa planche en bois. Imaginez maintenant que vous mettez des petites bordures sur la planche en bois, vous replacez cette bille et vous allez pouvoir vraiment guider cette bille, la laisser parcourir tout ce territoire de planche en bois avec des sécurités sur les côtés. Donc les limites dans le cadre de l'accompagnement en tant que parent, c'est bel et bien un accompagnement d'enfants atypiques, ce sont vraiment plutôt des bordures à fixer pour que le terrain de jeu, le terrain d'observation, le terrain d'expérience soit défini. D'accord? C'est permettre à son enfant de s'éclater dans un terrain clos sans qu'il ait cette impression de pouvoir aller de plus en plus loin, etc. Et ça continue à amplifier. Et vraiment, ça prend une ampleur et ça devient quelque chose de très angoissant. Encore une fois, il doit y avoir des limites. Comme je vous disais, il va falloir les déterminer avant. Et ce sont des limites non négociables. Attention aux négociations avec ces enfants. S'ils sentent, à partir des limites non négociables, s'ils sentent qu'il y a une quelconque possibilité de négocier, ça va tourner sans arrêt. Eux, ils vont saisir l'occasion de le faire. D'accord? Alors après, voilà, après, on s'en va dans des discussions interminables. Il faut se justifier en long, en large, à travers. Sachez à ce moment-là que vous allez probablement finir par vous énerver et c'est fondamentalement vous qui auriez perdu. Donc, posez ces limites claires et non négociables et sans discussion possible. Ce sont des enfants, comme je vous le disais, qui aiment faire les choses tout seuls. Alors, offrez-lui la possibilité de le faire. Donnez-lui les moyens de faire ce qu'il veut tout seul, bien sûr, dans les limites de la sécurité de ses enfants. Donc, permettez-lui de préparer une boisson tout seul, d'aller chercher ce qu'il veut dans le frigo, mettez des... On a tous en tête ces objets Montessori qui permettent de donner accès aux enfants plus facilement à tout plein de choses, allez-y. Et puis, un exemple, plutôt que de l'aider à faire quelque chose quand il n'y arrive pas, demandez-lui s'il a besoin d'aide. D'accord? Laissez-lui, là encore, la possibilité de faire encore tout seul avant de demander. En cas de bêtise, d'erreur, même si le mot est fort, je vous disais, pour moi, il faut oublier la punition. Déjà, première chose, c'est la loi de la deuxième chance. On fait une erreur, c'est pas grave. On a le droit de faire des erreurs, que ce soit nous en tant que parents, mais eux aussi en tant qu'enfants. Donc, quand il y a une erreur, une bêtise, même entre frères et sœurs, on se tape, on se chamaille, on n'arrive pas à gérer sa colère, etc. Mais il faut lui permettre de réparer son erreur, en lui demandant ce que lui pourrait faire pour réparer son erreur. Bon, là encore, vous allez avoir des enfants qui vont tout de suite vous proposer « Ah bah tiens, je fais un bisou ». Tentez quand même de lui faire prendre conscience de l'ampleur de sa démarche et puis de vraiment faire en sorte qu'il s'engage dans un système de réparation. Ça va lui faire du bien de réparer. D'un autre côté, nous aussi, parents, nous avons le droit à une deuxième chance. Donc, moi, je vous encourage. C'est quelque chose de très, de très alignant, j'ai envie de dire, pour toute la famille. Et puis, n'oubliez pas que l'enfant apprend par effet miroir. Donc, il va vous regarder et puis il va reproduire. Si, à un moment donné, vous sentez que vous allez trop loin dans vos propos, que vous prenez des décisions pour rien, que vous aussi, vous faites une bêtise, une erreur dans ce que vous lui dites, dans la façon dont vous l'approchez, dites-lui que vous avez fait une erreur, que vous regrettez ce que vous lui avez dit. Vraiment. Et puis, réparer par un geste. Voilà. Vous pouvez même conscientiser le fait que vous entrez dans ce processus-là. Communiquer, c'est ce que je vous disais, plutôt qu'en questionnement, plutôt qu'en conseil. Ce qu'on appelle une écoute active. Un enfant qui vient vous dire, voilà, ma copine, une petite puce ou un petit garçon d'ailleurs, qui vient vous dire, ma copine m'a dit que j'étais plus son amie, ou alors ma copine m'a tapé.
n'engagez pas la conversation en disant, par exemple, là, c'est pas grave, hein, tu lui en mets une en retour, ne t'inquiète pas, défends-toi, fais ceci, fais cela. Non, c'est plutôt l'écoutatif, c'est plutôt, mais comment est-ce que tu t'es senti par rapport à ça? D'accord? Qu'est-ce que ça t'a fait? Et puis, qu'est-ce que tu aurais voulu faire différemment? Ou voilà, dans le cas d'un conflit entre enfants, c'est vraiment de devenir le coach de son enfant et de le questionner sur ce que lui aurait voulu faire autrement. Travailler l'émotionnel, c'est primordial, notamment avec ces enfants-là, surtout. Donc, plus ils sont petits, plus il faut les aider à formuler. Donc, offrez-leur, en plus de l'école, si vous en avez la possibilité, la connaissance des émotions. Et puis, quand il vit quelque chose, essayez de reformuler sous forme d'hypothèse, jamais en lui disant « je vois que tu as peur ». Non, c'est « est-ce que c'est de la peur que tu ressens ?» Donc, reformuler. Donnez-lui l'occasion de dire oui, c'est ça, d'exprimer, parce qu'une émotion exprimée, en général, est gérée. Elle disparaît beaucoup plus facilement et offrez-lui des outils de gestion de ces émotions. Tout à l'heure, j'ai animé un petit atelier sur la gestion de la colère avec quelques outils. Ce sont des choses toutes simples à faire qui peuvent vraiment l'aider dans l'appréhension de ces vagues émotionnelles. J'ai mis 2 fois communiquer et puis impliquer, tout ça fait qu'on implique l'enfant dans sa propre existence. Et c'est d'ailleurs pour ça, j'avais lu un jour qu'on ne pouvait pas être le coach d'un enfant et je pense fondamentalement du plus profond de mes tripes que c'est faux. Un enfant peut s'impliquer dans son existence. Alors bien sûr, il va falloir le conseiller de temps en temps ou lui apporter des outils, mais un enfant à qui on permet de se questionner sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il aurait pu faire différemment à son niveau ou de ce qu'il aimerait faire dans telle situation, quand il en aura un peu l'habitude, il va prendre ce livre-là et le faire. Je trouve ça absolument génial d'avoir affaire à quelqu'un qui décide de ses propres choix et qui va les mettre en application du coup beaucoup plus facilement que si c'est vous qui apportiez les outils. Par rapport à tout ça, bon, je pourrais vous parler encore de l'éducation dans le cadre d'enfants atypiques pendant longtemps. Par rapport à tout ça, je voudrais mettre 2 bémols, enfin 2 parenthèses. Donc ces techniques que je vous ai apportées aujourd'hui, pour moi, sont vraiment valables à modérer dans le cas de difficultés attentionnelles, ou du moins apporter un complément. Quand vous avez un enfant qui a du mal à se concentrer, qui a du mal voilà, qui a du mal à être présent, hein, on a l'impression que l'enfant n'est pas vraiment présent. Quand on donne une instruction, parce qu'il va falloir donner une instruction, parce que donner une instruction, c'est exprimer clairement ce que l'on veut. Je veux que tu te laves les mains. Voilà, c'est vraiment ma volonté à moi. Ça fait un peu bizarre au départ, mais c'est des choses claires. Moins il y a de mots, plus c'est précis, plus l'enfant va entendre. Partant du principe qu'un enfant, ce qu'il veut, lui, c'est que tout se passe bien en général, il va recevoir l'instruction. Alors, rajoutez un s'il te plaît, hein, il n'y a pas de souci. Tout ce qu'il va vouloir, lui, c'est que l'instruction soit claire et qu'il puisse l'effectuer. Donc, avant de donner une petite astuce pour ces enfants qui vous semblent ailleurs, avant de donner une instruction, établissez le lien avec votre enfant. Ça ne sert à rien de crier l'instruction depuis la cuisine, de marcher en long, en large. Je fais encore l'erreur, hein, je dois vous le dire franchement, même si je le sais, de crier ça depuis une autre pièce. Oh, t'avais les mains, mets tes chaussures, etc. Établissez le contact avec votre enfant. Allez vers votre enfant, touchez-lui l'épaule, appelez-le, obtenez son regard, c'est très important. Si vous y arrivez, il y a des enfants qui ne regardent pas dans les yeux, mais du moins, voyez poser la main sur lui, voyez qu'il y a un lien établi. Donnez-lui cette instruction brève et claire. Une seule instruction à la fois, pas 3 instructions à la fois. Une seule instruction à la fois pour lui donner la possibilité de l'intégrer. Faites-lui faire un feedback. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Tu m'as demandé d'aller brosser mes dents. D'accord. Qu'est-ce que j'attends de toi maintenant? Tu attends de moi que j'aille brosser mes dents. Voilà, qu'il le formalise dans son esprit. Et puis, aidez-le. Il va falloir le faire, en tout cas les premiers temps, et le temps qu'il faut, rester à proximité pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Alors, certains d'entre vous vont se dire, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que je reste à proximité plutôt que je le fasse moi? C'est juste de nouveau par rapport au fait de laisser l'enfant faire les choses et de le laisser prendre les manettes de son existence.
J'aimerais que tu ranges ton jeu. Alors, ça va un peu bizarre de rester devant l'enfant qui range son jeu, mais j'aimerais que tu ranges ton jeu, que tu ranges ton jeu. Il va le faire. J'aimerais maintenant que tu le mettes dans l'étagère. Il va le faire. Et à chaque fois qu'il fait ce que vous lui avez demandé, c'est de faire un renforcement positif. C'est de lui dire bravo, c'est génial. Comme ça me fait plaisir que tu aies fait ça, vraiment, ça m'aide. Voilà. Donnez-lui cette responsabilité de ses actes qui donnent un effet positif. Donc, toujours ce renforcement qui est très important et un renforcement positif qui doit arriver tout de suite. Dans le cas d'un TDAH avec trouble positionnel, je vous parlais tout à l'heure de la méthode Barclay. Je vais lancer une formation sur cette méthode Barclay. Donc, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées pour être tenu au courant. Je pense que ce sera une formation en ligne. Et la méthode Barclay amène d'autres astuces qui sont terriblement positive dans le cas d'un trouble de l'opposition et qui amène beaucoup plus de sérénité dans la famille, sérénité pour les parents et surtout, sérénité pour l'enfant aussi. Alors, si vous êtes au bord de l'explosion, parce que ça peut arriver, ça arrive à beaucoup de parents d'enfants atypiques, essayez, alors je sais, je vous entends d'ici là, oui, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de vous réserver des moments, même 10 minutes, 15 minutes dans une journée, pour respirer, faire un moment de méditation, avoir le temps de penser, prendre un café tranquillement, sans bruit, sans excitation autour de vous. Même mieux, aller faire du sport, aller marcher, voyez une copine, sortez un peu. Bref, prenez du temps pour vous. Et puis, vraiment, faites appel à un professionnel. Il n'y a pas besoin de partir sur des accompagnements longs et interminables. Quelquefois, quelques séances suffisent pour avoir vraiment des outils à appliquer régulièrement et éviter que cette soupape explose et éviter le burn-out parental. Et puis, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, j'ai créé dernièrement un groupe Facebook alors qui s'appelle Groupe Anti-Burnout pour les parents d'enfants atypiques, mais je pense que si vous cherchez Groupe Anti-Burnout, vous allez le trouver, la recherche est publique. Donc pour l'instant, on va y inviter gentiment des parents. Et puis, je suis en train de bien finaliser le sujet du burn-out parental. Et puis, c'est un groupe par lequel je vais proposer des vidéos, des astuces, des temps d'échange, des tests, voilà, des petits trucs et astuces, justement pour vous, parents d'enfants atypiques, pour éviter l'explosion ou l'implosion. Donc, rejoignez-nous avec grand plaisir. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui s'y passe, mais ça va être très vite dès qu'on est un petit peu beaucoup. Ça m'embêterait que les derniers arrivés ratent les premiers instants vidéo ou le premier temps d'échange. Voilà, vous avez ici mes coordonnées. Donc, je suis située à Genève, à Champel. Je fais aussi des séances par visio. En matière de parentalité, c'est tout à fait possible. Et puis, avec ce qui nous est arrivé, on s'y est tous fait. Moi, j'ai dû me faire violence. Ça marche plutôt bien maintenant. Donc, vous avez mon email. Si vous avez des questions sur des recommandations, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous réponds à partir du moment où la réponse est brève. Je ne pourrais pas vous donner 50 000 techniques, mais au moins des astuces, des lectures, voilà, des pistes de réflexion. Vous avez mon numéro de téléphone, j'ai WhatsApp, n'hésitez pas non plus par WhatsApp, c'est parfois beaucoup plus simple. Mon adresse, et puis si vous ressentez le besoin d'être accompagné dans votre défi quotidien de parent, si vous avez envie ou le besoin que votre enfant soit accompagné, et si vous-même, puisque je disais tout à l'heure, quand on a des enfants atypiques, c'est peut-être aussi parce que on l'est soi-même, c'est souvent le cas. Si vous avez envie de creuser le sujet, d'aller un peu plus loin, je vous offre avec grand plaisir 20% de réduction sur mes tarifs qui sont mentionnés sur mon site internet. Le premier rendez-vous est complètement gratuit et sans engagement. Donc n'hésitez pas, contactez-moi, on en discute et on voit si quelque chose est possible ensemble. Voilà, c'est pour moi terminé. Alors, j'ai deux questions. Oui. La première question, c'est dans le cas, par exemple, d'un couple séparé. Oui. Et puis, là, on a parlé de cas où il y avait une entente
plutôt cordial, on va dire, entre les deux parents, Oui, mais dans le cas où les deux parents ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, oui. qu'est-ce, est-ce qu'il y a des trucs, enfin, que tu conseillerais ou Bon, mettre en place? je sais que c'est un gros problème. Euh, c'est difficile de mettre en place une éducation ferme et bienveillante quand on sait que le deuxième parent ne suit pas. Mais ce que je dis régulièrement, c'est qu'il faut vraiment faire confiance à l'enfant. Un enfant sait s'adapter au domaine dans lequel il est. On le voit dans le cadre de l'enseignement, un enfant va très bien s'adapter au style de maîtresse qu'il va rencontrer en général, hein, avec plus ou moins d'affinité. Il va s'adapter aux techniques de sa nounou, par exemple, aux instructions de la crèche. Il va s'adapter, même s'il y a peut-être… Ce qui va être possible de retrouver, c'est ce retour à la maison avec enfin, ce non, cette réticence à reprendre les habitudes, mais enfin, un enfant sait ce qu'il a à faire, quelles sont les règles d'un côté et de l'autre. Et puis, on met déjà tellement d'énergie à éduquer nos enfants, je trouve dommage d'en mettre encore énormément à essayer de changer, j'allais dire, le partenaire alors qu'il ne l'est même plus finalement. Donc, mettez de l'énergie à appliquer vos techniques d'éducation et tout ce que vous avez à apporter à votre enfant, parce que tout ça, vraiment, c'est quelque chose voilà, c'est nos tripes qu'on pose sur la table. À le faire dans votre cercle, il en tirera énormément de choses déjà, et vous allez beaucoup travailler sur ses qualités personnelles qui vivent autre chose ailleurs. Malheureusement, ça, vous n'avez pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Donc, plutôt travailler, reprendre cette énergie, la placer ailleurs, qu'à vous épuiser à tourner enfin, l'incohérence en boucle. OK, merci. Et ensuite, j'ai donc une question où un enfant a une activité refuge, comme par exemple de la lecture, hein, Oui. et qui prend en fait beaucoup de place et de temps en fait dans son programme journalier. Est-ce qu'il Mhm. faut le laisser lui-même gérer en fait ce temps d'activité ou est-ce qu'il faut enfin mettre aussi des limites et Mhm. Alors, euh, moi, j'avais envie de poser la question de savoir si le parent quel effet ça fait sur le parent. Euh, Pourquoi cette question de savoir s'il faut? Je pense qu'à partir du moment où, quand on parle de lecture, on ne parle pas de jeux vidéo, hein, d'accord? Et encore en matière de jeux vidéo, je ne suis peut-être pas autant extrémiste que certaines personnes qui disent qu'il n'en faut pas du tout. Moi, je pense que tout est bon dans une juste mesure. Euh, voilà, comme je vois que c'est une question de Déborah. Déborah, c'est une activité refuge. Pourquoi est-ce que c'est refuge? Pourquoi une activité refuge? Qu'est-ce que ça lui apporte? Est-ce que d'aller lire lui apporte toujours la même chose? Qu'est-ce que cet enfant il trouve dans sa lecture? Mais j'ai envie de dire très sincèrement que si c'est un enfant qui paraît complètement heureux, qui n'a pas de difficultés autres à l'école, mais je pense notamment dans ses relations sociales, euh, qui ne pose pas de soucis à la maison, voilà, à partir du moment où ça n'interfère pas sur sa vie quotidienne, c'est peut-être quelque chose dont il a besoin. Donc à ce moment-là, pourquoi provoquer la crispation, la frustration de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut? Euh, en plus de ça, le sujet de la lecture, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que c'est un des premiers retours que j'ai eu de ma maman qui adorait lire quand elle était petite et qu'on privait tout le temps de lire. Et elle me dit, je trouvais ce témoignage très joli, elle me dit, moi j'adorais prendre mes revues, mes livres, je plongeais là-dedans et je vivais des aventures merveilleuses dans des mondes merveilleux, j'étais ailleurs et j'étais tellement bien. Et à chaque fois, que ce soit les parents, les tantes, les oncles, etc. Elle devait sortir de cette activité et pour elle, c'était douloureux. Voilà, ma maman va très bien. C'est quelqu'un de rêveur qui adore lire encore maintenant, mais c'est de loin pas quelqu'un qui n'a de contact avec personne et qui s'est coupé du monde à cause de ça. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment, en tant que parent, se poser la question de savoir l'effet, de comprendre l'effet que ça a sur son enfant et son évolution dans la vie de tous les jours. Et puis, d'où vient ce questionnement
de se poser la question, de faire d'ouvrir ce questionnement à propos de la lecture. Est-ce que c'est quelque chose qu'on entend? Ton enfant est tout le temps le nez dans ses bouquins. Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve? Si on trouve qu'il est trop, pourquoi? Qu'est-ce qu'on met en face de ça? Voilà, il y a vraiment, il n'y a pas de recette miracle. Il y a juste un ressenti. Et de nouveau, je le dis constamment, en matière de ressenti, écoutez-vous, parce que personne d'autre que vous ne connaît mieux votre enfant que vous. Merci. Voilà. Alors oui, je vois Déborah qui me dit, alors Déborah, volontiers, il n'y a pas de souci. Vous avez mon adresse email, on peut discuter ou par WhatsApp peut-être, on peut faire des messages vocaux, c'est plus simple. Voilà. Et puis on discutera peut-être des chartes, parce que même si je suis plus dedans, j'ai été une grande fan. Voilà. Et puis, j'avais aussi une question par rapport aux bêtises et puis les Oui. bêtises à répétition. Oui. C'est-à-dire que donner une deuxième chance à un enfant qui a fait une bêtise ou une erreur, on est bien clair que ça me semble le plus logique du monde. Oui. Maintenant, quand l'enfant, même si la limite est très clairement posée, et continue à faire la même bêtise constamment, à un moment donné, ben, si on ne punit pas, quelle est l'alternative? Ça dépend ce qu'on met derrière le terme punition finalement. Moi, ce que je mets derrière le punition, c'est... alors pour moi, dans le punition, il y a aussi la claque qui part. Le punition, c'est tu as fait quelque chose de pas bien, tu t'en vas. Un enfant, alors on parle d'une deuxième chance, mais le 2 n'est peut-être pas autant limité. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un enfant, alors d'autant plus quand il y a des difficultés attentionnelles par exemple, un enfant, il faut lui répéter constamment les choses. D'accord? C'est quelque chose de normal. Après, pourquoi pas essayer de voir pourquoi est-ce qu'il renouvelle cette erreur constamment? Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment vous dérange? À ce moment-là, s'il vient à chaque fois, parce que ça aussi, on a des fois, je pense à ces moments où moi-même, des fois, je me dis, mais enfin, il le fait exprès, juste pour m'enquiquiner, pour rester poli. Donc, mais pourquoi est-ce qu'il vient faire ça? Et si vous poussez la réflexion sur le pourquoi, sans forcément pardonner ou arriver à un niveau, à un stade où il faut se dire, bon, tant pis, je suis laxiste, je laisse aller, parce que je ne parle pas du tout de laisser aller, mais juste de dire, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Vous verrez régulièrement que c'est bien souvent parce que ça peut être un enfant, je pense à mon fils qui est un peu plus jeune, voilà, c'est dans des moments où il m'a peut-être demandé 2 trucs, j'ai pas répondu tout de suite. Et puis il se sent un peu frustré que voilà, d'être à côté parce que je passe du temps avec sa sœur. Donc du coup, il s'en va à la salle de bain, il nous fait une bêtise. Puis c'est toujours la même chose en plus, c'est toujours voilà, je mets le produit de douche, je vide le produit de douche dans la baignoire, voilà, c'est pas très agréable, mais c'est comme ça. Mais cette bêtise-là, c'est surtout, alors d'où elle vient, c'était surtout pour attirer mon attention. Et je trouve ça terriblement rassurant pour un enfant de lui dire, bon, tu n'as pas le droit de faire ça, je te l'ai déjà dit. Ouais, voilà, de lui poser la limite de nouveau claire et de lui dire, maintenant j'ai compris que ce que tu attendais, c'était peut-être de l'attention de ma part et je vais t'en donner. C'est plutôt d'aller chercher le pourquoi des choses. Un enfant qui est constamment en demande, en refus d'autorité, qui veut constamment faire les choses tout seul, en général, si vous l'impliquez un petit peu dans les décisions de la vie, dans les décisions de la famille, dans le qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait manger, qu'est-ce que tu aurais envie, enfin voilà, de lui proposer de participer à tout ça. Lui proposer de mettre la table, mais sans lui dire maintenant tu vas mettre la table, ce serait plutôt est-ce que tu veux bien m'aider parce que là j'ai besoin d'aide. Donc vraiment l'impliquer dans les choses de la vie, essayer encore et encore. Un enfant qui est réticent va mettre un petit peu de temps à accrocher. En général, du coup, il y a comme une diminution de cette demande, de ce besoin débordant d'indépendance et de ce refus d'autorité. Voilà. Donc, essayez de regarder un petit peu, en discipline positive, il y a pas mal de choses sur lesquelles on travaille comme ça en fonction de l'attitude de l'enfant. Il y a des pistes qu'on peut creuser, des réponses qu'on peut tenter d'apporter, voir quels sont les résultats et en général, on tombe plutôt juste. On diminue le comportement en apportant, en rassurant sur autre chose finalement. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, oui. Merci beaucoup, Sabine. Mais je vous en prie. On n'a plus de questions.
D'accord. Et merci beaucoup pour cette présentation et à très bientôt. Merci Bonne pour fin votre de présence. journée. À Merci. bientôt. Bon Au week-end à revoir. tout le monde. Bon dimanche. Au revoir.